Le monde de la nutrition, c'est un peu la jungle, non? Un jour, on nous dit de manger cru, le lendemain de bannir le gluten. Franchement, c'est à n'y rien comprendre. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. On va déconstruire ensemble quelques grands dogmes alimentaires en s'appuyant sur une analyse qui va vraiment à contre-courant. Vegan, cru, sans gluten, on est bombardé d'injonctions qui en plus se contredisent tout le temps. Au final, on est complètement perdu, on ne sait même plus ce qu'on a le droit de mettre dans notre assiette. Alors la vraie question, c'est comment on fait le tri là-dedans pour y voir un peu plus clair? Eh bien, pour nous guider, on va partir de cette phrase, une sorte de boussole pour notre analyse. En nutrition, tout ce qui est systématique est faux. C'est simple, mais c'est radical. L'idée, c'est qu'une règle qui prétend s'appliquer à absolument tout le monde, sans aucune exception, eh bien, c'est presque sûr que c'est une erreur. Allez, on attaque direct avec un gros morceau, le crudivorisme. On entend partout que la cuisson, c'est le mal, que ça détruit les nutriments, que ça nous empoisonne. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? L'argument de base, on le connaît tous, hein. Regardez les animaux dans la nature, ils mangent cru, ils pètent la forme. On devrait faire pareil. Ça paraît logique, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut vraiment se comparer, nous les humains, à des animaux sauvages? Notre physiologie est-elle la même? Alors là, la source nous propose une théorie super intéressante qu'elle appelle la répartition de la vitalité. Imaginez que notre énergie, c'est un budget de 100%. Chez un animal, 75% de ce budget partirait dans la digestion, pour pouvoir gérer le cru. Chez nous, les humains, ce serait tout l'inverse. 75% de notre énergie pour notre cerveau et seulement 25% pour la digestion. En gros, on n'est juste pas câblé de la même manière. Et pour que ce soit concret, prenons l'exemple d'une pomme de terre. Si on la mange crue, notre corps n'arrive à en digérer qu'environ 15%. C'est très peu. Par contre, une fois qu'elle est cuite, ce chiffre explose à 95%. En fait, la cuisson, c'est comme une prédigestion. Elle fait le gros du boulot à notre place et notre système digestif, qui est moins costaud, n'a plus qu'à finir le travail. Et c'est là que ça devient génial. Toute cette énergie qu'on économise sur la digestion grâce à la cuisson, eh bien, elle ne disparaît pas. Où est-ce qu'elle va? Droit dans notre cerveau. La cuisson ne serait donc pas une erreur de l'évolution, mais au contraire l'invention qui nous aurait permis de développer notre capacité à penser. Du coup, le verdict de la source est assez cash. Sur le long terme, un régime 100% cru mènerait à une sous-nutrition chronique. Pourquoi? Parce que le corps se fatigue à essayer d'extraire des nutriments qu'il n'arrive pas à atteindre. Le résultat décrit est assez flippant, une perte de poids sans fin et un état d'épuisement total. Ok, changeons de sujet. Passons à l'ennemi public numéro 1 de ces dernières années. Ah, le gluten, le grand méchant loup de nos assiettes. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde doit l'éviter. Mais est-ce que c'est vraiment justifié pour tout le monde? Là-dessus, la source est hyper claire. Vouloir que tout le monde arrête le gluten, c'est une aberration. Et là, on en vient à notre règle d'or du début. Vous vous souvenez? Une règle universelle en nutrition, c'est probablement faux. Mais alors pourquoi serait une erreur dans le cas du gluten? Pour bien faire comprendre son point de vue, l'auteur raconte son histoire personnelle. Pendant des années, il avait une toux terrible, vraiment violente, et aucun médecin ne trouvait la cause. Il a tout essayé. Et puis un jour, il a eu une intuition. Il s'est dit, et si c'était le gluten? Il l'a arrêté, et là, miracle. En 3 ou 4 jours, plus de toux. Disparu. Donc pour lui, c'était la solution. C'est indéniable. Mais c'est là que l'analogie est parfaite, écoutez bien. Faire du sport, ça peut être très dangereux pour quelqu'un qui a une maladie cardiaque grave. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire le sport à tout le monde? Bien sûr que non. Eh bien pour le gluten, c'est exactement pareil. C'est un vrai problème pour certains, mais ça ne l'est pas pour tous les autres. La clé, c'est de ne pas confondre une recommandation pour un cas précis avec une règle pour tout le monde. Allez, troisième dogme qu'on attaque, la fameuse détox. On voit ça partout, les jus verts, les cures miracles, les super aliments pour nettoyer son corps, on connaît la chanson. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que notre organisme fonctionne? Alors là, accrochez-vous bien, parce que la vision de la source est à l'opposé de tout ce qu'on entend. Pour elle, la détox, ce n'est pas un truc qu'on fait en buvant un jus. C'est un processus que notre corps lance tout seul, naturellement. Et la clé pour l'activer, ce n'est pas d'ajouter des choses, mais au contraire, de mettre notre système digestif en vacances. Le principe est à la fois simple et un peu contre-intuitif. Imaginez que votre corps, c'est une usine. Elle ne peut pas gérer la chaîne de production et faire le grand ménage à fond en même temps. Donc plus on demande à notre corps de l'énergie pour digérer, moins il en a de dispo pour éliminer les déchets. La conclusion est logique. Pour que l'équipe de nettoyage puisse bien bosser, il faut mettre la production en pause. Et ce graphique, il est super parlant. Une cure de jus, c'est sympa, mais ça demande quand même un petit travail de digestion, donc le pouvoir détox est limité. Un jeûne juste à l'eau, c'est déjà beaucoup plus efficace. Mais le top du top, le summum, c'est quand on jeûne à l'eau et qu'on est au repos. Là, toute l'énergie est dispo pour le grand nettoyage intérieur. Mais, et c'est un très grand mais, attention,
On ne fait pas n'importe quoi avec le jeûne. La source est très très ferme là-dessus. Le jeûne sec, c'est-à-dire sans boire d'eau, c'est une folie, c'est dangereux, à ne jamais faire. Pareil pour le jeûne en faisant du sport intense, c'est une très mauvaise idée. La bonne pratique, la seule qui soit sûre, on boit beaucoup d'eau et on se repose. Bon, on a démonté pas mal de mythes là. Le cru, le gluten, la détox. Alors on fait quoi maintenant? Si toutes les règles universelles sont fausses, c'est quoi la bonne approche? Eh bien, la conclusion nous ramène à une idée toute simple, mais fondamentale. En fait, l'idée centrale, c'est que l'être humain n'est pas fait pour les extrêmes. On ne serait ni des carnivores stricts, ni des herbivores stricts. On serait des omnivores, tout simplement, conçus pour piocher un peu partout et profiter d'une alimentation très variée, sans rien exclure a priori. Prenez cet exemple historique, il est assez fou. Les populations inuites, qui avaient un régime composé quasi exclusivement de produits animaux, mais naturels, pêchés et chassés, ne connaissaient pas des maladies comme le cancer. Et puis, la nourriture industrielle est arrivée. Et avec elle, le cancer. Le problème, ce n'était donc pas la viande ou le poisson, c'était la transformation des aliments. Et cette anecdote sur l'athlète, elle est incroyable. C'est un sportif d'endurance, quasi végétarien, qui n'arrivait pas à dépasser les 700 km. Il plafonnait. Sur conseil, il a réintroduit des protéines animales dans son alimentation. Résultat, il a multiplié sa performance par 10, 7000 km. C'est la preuve par l'exemple que pour lui, en tout cas, cette exclusion était un vrai... Alors, si on devait résumer toute cette philosophie, ça tiendrait en 5 principes. Une alimentation naturelle, avec de vrais produits. Équilibrée, sans exclusion dogmatique. Mesuré, parce que l'excès n'est jamais bon, digeste, c'est-à-dire adapté à ce que notre corps tolère bien, et enfin, le principe qui chapeaute tout le reste, une alimentation individualisée. Et cette question, elle résume tout. C'est juste du bon sens en fait. On est tous uniques. Notre caractère, notre métabolisme, notre histoire. Alors pourquoi est-ce que notre alimentation, elle, devrait être standardisée et identique pour tout le monde? Ça n'a pas de sens. Et du coup, ça nous laisse avec la grande question pour la fin. Ok, on rejette les dogmes, très bien, mais ça veut dire qu'il faut se tourner vers soi-même. Sauf que dans ce brouhaha permanent de conseils et d'interdits, comment on fait concrètement pour réapprendre à écouter son propre corps, pour trouver ce qui nous convient à nous et à personne d'autre? C'est peut-être ça finalement le vrai défi.